La blessure d'humiliation. Comment savoir si l'on en est porteur? Quelles sont les conséquences sur les autres et sur soi-même si l'on ne fait rien pour s'en délester? Et comment se débarrasser de cette blessure grâce à la résilience? Bienvenue sur la chaîne de la résilience. Alors aujourd'hui, on met le focus sur l'humiliation. On parle beaucoup des principales blessures comme le rejet ou l'abandon. Mais on entend peu parler des blessures comme l'injustice et l'humiliation. Et pourtant, l'humiliation est une blessure profondément destructrice. Comme toutes les blessures, il s'agit d'une blessure qui arrive dans la petite enfance. Mais bien sûr, comme nous n'avons pas tous des souvenirs de cette période, il nous faut nous baser sur autre chose pour savoir et déterminer si l'on en est porteur ou pas, et à quel degré. Et c'est notre ego qui va nous y aider. C'est lui qui va être notre indicateur, à la condition de savoir s'observer. Notre ego, qui est un outil hyper réactif, va nous mettre sur la défensive à chaque fois qu'il y a de l'humiliation dans l'air. Qu'on la subisse soi-même, qu'on la voit se jouer à l'extérieur de nous, ou que l'on soit tenté de l'utiliser contre quelqu'un. Voyez, notre ego n'est pas à bannir, il est précieux. Et heureusement qu'on en a un. Sur ce coup-là, il va vraiment bien nous servir. Avant de voir comment on va détecter cette blessure en nous, j'aimerais faire une parenthèse sur l'intérêt de soigner ces blessures. Et en particulier la blessure d'humiliation, puisque c'est le sujet du jour. Que se passe-t-il dans nos vies lorsque l'on ne prend pas en compte ces blessures, lorsque l'on néglige complètement le fait de les traiter, de s'en occuper? Bien, celles-ci se répliquent, encore et encore. Et non seulement elles se répliquent pour nous, mais nous-mêmes allons les répliquer sur l'extérieur. Nous multiplions à l'infini cette expérience détestable. Nous en faisons une habitude, nous en faisons une normalité de comportement que nous transmettons après à nos descendants. Et nous déplorons l'égoïsme, la cruauté de nos sociétés, de nos civilisations. Peut-être sans le savoir et sans le vouloir, il n'en demeure pas moins que nous en sommes les premiers responsables. Alors il n'est pas question de nous fustiger les uns les autres pour autant. Il suffit d'en prendre acte, et je dirais de se relever les manches. Lorsque l'on est parfaitement guéri d'une de ces blessures, la toute première chose que l'on peut vraiment apprécier est que l'on bénéficie d'une forme d'immunité par rapport à celle-ci. N'importe qui peut tenter de vous l'infliger à nouveau, vous n'en souffrirez pas. Cela ne pourra plus vous atteindre, ni vous traumatiser, ni quoi que ce soit. Numéro 2, l'effet boomerang sera automatique, instantané, sur ceux qui auront tenté de vous infliger de nouveau cette blessure, sans que vous n'ayez rien à faire. Au moins comme ça, la chose est réglée. Numéro 3, le plus important à mon sens, est que d'infliger cette blessure à autrui ne vous viendra même plus à l'idée. Cela vous fera horreur. Et de façon naturelle, vous ne le ferez plus, et donc vous ne transmettrez plus ce comportement. L'humiliation, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est la destruction de la dignité de quelqu'un. La destruction de son assise narcissique, de sa base, de ses fondations, de son intégrité en tant qu'être humain. Intégrité physique, intégrité morale, intégrité spirituelle. Cette blessure-là particulièrement n'est vraiment pas à prendre à la légère, parce que c'est celle qui se joue dans toutes les histoires d'abus sur les enfants, dans les histoires d'abus de faiblesse en règle générale, mais dans les histoires de guerre également, les histoires de génocide, dans les histoires d'esclavage, dans les histoires d'emprise. La blessure d'humiliation amène à vivre l'expérience de l'indignité et de la honte. Alors maintenant, lorsque l'on est porteur de cette blessure, comment cela va-t-il se manifester dans nos vies quotidiennes? Et c'est là que l'ego intervient dans sa fonction d'indicateur, de sonnette d'alarme ou de chien de garde en fait. Toujours la même chose, il peut nous faire réagir en tant que bourreau, en tant que victime ou en tant que sauveur. Si l'on se positionne en tant que victime d'humiliation, on va ressentir de la honte envers nous-mêmes. On va se sentir profondément indigne. Et ce sera alors si douloureux, si inconfortable, que l'on va avoir besoin d'aller chercher un responsable sur l'extérieur. Ou au moins de pouvoir pointer du doigt et critiquer quelqu'un qui se montre particulièrement indigne et qui, selon nous, devrait avoir honte de son comportement. C'est la façon pour la victime égotique de se rassurer lui-même. Et s'il existe pire que moi, alors tout va bien. Ça, c'est vraiment le principe fondamental de la victime égotique. Maintenant, si l'on se positionne en tant que bourreau, la blessure originelle de l'humiliation est toujours aussi insoutenable. Le bourreau égotique, pour s'en débarrasser, pour ne surtout pas la revivre de nouveau, va mettre en place une stratégie d'attaque. Et c'est lui qui va infliger à tour de bras des humiliations aux autres. C'est le principe du bourreau. Si les autres souffrent plus que lui, alors il se sent mieux. Et voilà ce qui explique que des enfants victimes, malgré tout ce qu'ils ont souffert eux-mêmes, reproduisent en tant que bourreaux les mêmes situations qu'ils ont vécues. C'est grâce à cet éclairage sur le fonctionnement de l'ego que l'on peut comprendre les schémas répétitifs dans les familles. Maintenant, pour terminer la triade, si l'on se positionne en tant que sauveur par rapport à cette blessure d'humiliation, qui est évidemment parfaitement insoutenable, on va avoir cette tendance à vouloir éviter au maximum aux autres à la fois de l'infliger et à la fois de la subir.
Le positionnement sauveur a toujours une intention très louable, très humaine. Mais comme il s'occupe des autres pour ne pas s'occuper de lui-même, eh bien ça ne fonctionnera pas. Non seulement il se retrouvera dans des situations où il restera impuissant, mais en plus il absorbera toute la souffrance des autres. Dans la réalité des faits, il ne l'annulera pas chez les autres, mais il la démultipliera contre lui-même. Le sauveur égotique partira en guerre contre les humiliations. Il sera attaquant des humiliants et défenseur et protecteur des humiliés. Mais malheureusement, comme il n'aura jamais fait lui-même ce chemin de guérison, il n'aura jamais ni la solution ni l'action juste pour enrayer ce comportement d'humiliation. C'est le principe du sauveur égotique. Tant qu'il est sollicité par l'extérieur, il se sent mieux. Il se sent mieux aussi avec sa propre blessure d'humiliation, qu'il a malheureusement bien enfouie sous le tapis. Que l'on soit plus bourreau, plus victime, ou plus sauveur égotique, ou que l'on ait alternativement essayé ces trois options, il n'y a que des solutions de résilience qui peuvent nous aider à guérir d'une telle blessure. D'abord, il faut se pardonner d'avoir utilisé une défense égotique, qui a pu faire beaucoup de dégâts, autant pour nous que pour les autres. Ça, c'est la première marche. Si l'on ne connaissait pas le principe de l'ego et son fonctionnement, on ne peut pas non plus s'accuser de l'avoir utilisé par défaut. Et ce qui est bien, c'est que, en prenant le chemin de cette guérison, on va pouvoir aussi réparer toutes nos erreurs. Et surtout ne plus être transmetteur pour qui que ce soit de cette blessure d'humiliation. Et bien voilà, comment s'y prend-on alors ? Je dirais que réussir à pardonner et à se pardonner, c'est 80% du chemin, 80% de la guérison. Il ne faut pas surestimer de ses forces. Si l'on a vécu cette blessure d'humiliation en version XXL, on a besoin d'aide pour aboutir au pardon. Un seul thérapeute ou une seule forme de thérapie ne sera peut-être pas suffisante non plus. On aura peut-être besoin d'une équipe pluridisciplinaire tout au long du chemin. Et puis il ne faut pas se leurrer, pas être naïf. Si l'on a réagi à la blessure d'humiliation dans un positionnement de bourreau, on aura beaucoup plus de difficultés à trouver des personnes volontaires pour nous aider à notre guérison. Le chemin de pardon sera beaucoup plus difficile que pour ceux qui auront opté pour l'option victime ou sauveur égotique. Se pardonner à soi-même est beaucoup plus difficile que de pardonner aux autres. Bon, et la résilience dans tout ça ? Bien, la résilience, c'est de mettre son ego dans sa poche et de faire la démarche d'une demande d'aide, d'une demande d'accompagnement. Et puis c'est de rester aussi volontaire et motivé tout au long de la thérapie. Le volontarisme et la détermination sont des outils de résilience. La phase suivante de celle du pardon, parce qu'il nous reste encore à peu près 20% du chemin à faire, bien c'est une phase pour atteindre l'état de gratitude. Et oui, là c'est 10%. Et les derniers 10% qui restent, c'est pour atteindre une stabilité dans sa résilience. Parce que si nous, on est guéris, les autres ne le sont pas forcément. Et il faudra bien continuer à vivre avec eux. Je reviens donc sur la phase de gratitude. La phase de gratitude, elle est absolument inconcevable, inentendable, lorsque l'on vit les épreuves d'humiliation. Elle est encore inenvisageable lorsque l'on est plongé en pleine thérapie, cheminant sur le chemin du pardon. Elle n'arrive seulement que lorsque l'on commence à comprendre pourquoi on a vécu ce genre d'épreuve et dans quelle mesure elle a été réellement transformatrice pour nous. Alors raisonnons un instant par l'absurde et imaginons que nous nous soyons incarnés dans la famille parfaite. Une famille dans laquelle tous les bagages transgénérationnels auraient été assainis. Grâce à cette famille idéale, nous n'aurions aucun problème d'ego. Nous serions d'emblée résilients, puisque nous ne pourrions pas porter aucune blessure, aucun traumatisme, aucune mémoire néfaste. Et c'est d'ailleurs cet état-là que nous recherchons lorsque nous nous engageons sur ce chemin de développement personnel ou d'éveil de conscience. C'est atteindre cette forme de virginité quelque part que nous visons, parce qu'il s'agit de retrouver notre paradis perdu. Mais si c'était le cas, que serions-nous capables de comprendre de nos semblables ? Est-ce que l'on ne deviendrait pas complètement fou en n'ayant vécu aucun type d'expérience similaire à ce que vivent nos semblables ? Comment en aurions-nous la compréhension ? Comment en aurions-nous de la compassion ? De l'empathie ? Dans quelle mesure serions-nous capables de participer à l'évolution collective et générale ? Ce serait tout simplement une mission impossible. Si tout le monde était à égalité d'évolution, là ce serait possible. Et nous serions atterris sur Terre dans une phase d'âge d'or. Or ce n'est pas le cas du tout puisque nous sommes sur Terre aujourd'hui dans une phase de chaos général et de fin de civilisation. Et c'est pour cela que la résilience ne nous est pas donnée d'emblée, et c'est une très bonne chose. Nous devons au contraire passer par des phases de progression pour l'atteindre. Et ce faisant, si nous y parvenons, alors là nous avons une réelle utilité pour nos semblables. Nous pouvons les aider, nous pouvons les accompagner. Nous pouvons montrer et transmettre les chemins que nous avons empruntés pour y parvenir. Nous pouvons participer pleinement à l'évolution humaine, et ce, à égalité avec nos semblables. Voilà pourquoi nous choisissons nos familles avec un certain nombre de problèmes à résoudre. Disons que nous tentons l'aventure courageusement, au moins pour essayer d'améliorer à minima
l'épigénétique des lignées que nous avons choisies. C'est à partir de cette prise de conscience-là, de cette intégration, que peut commencer à naître en nous de la gratitude. Et là, il ne s'agit pas de gratitude intellectuelle, il s'agit d'une gratitude profonde. Une gratitude que nous avons d'abord pour nous-mêmes, comme un sentiment d'avoir fait du bon boulot, d'avoir trouvé un peu de sens à son existence, et de savoir qu'enfin on va pouvoir servir à quelque chose. Le sentiment d'utilité est très important pour nous en tant qu'humains. Et j'en tiens pour preuve justement qu'une des principales causes de déprime chez nous est ce sentiment d'inutilité. J'en reviens à la gratitude. Lorsque cette graine est en nous et commence à grandir, à se développer, eh bien la vie devient magique. Tout devient plus fluide, plus facile, tout s'améliore. C'est à partir de là, de cette gratitude, qui est une vibration avant tout, et non pas un simple sentiment, que nous commençons à collaborer avec non plus les lois humaines, mais avec les lois universelles. Et c'est là que nous reconnaissons, avec gratitude, que ce sont grâce à nos épreuves que nous y sommes parvenus. Et nous avons cette fois de la gratitude, même pour ceux qui avaient fait avant de notre vie un enfer. Sans eux, nous n'aurions probablement jamais fait de remise en question. Nous n'aurions certainement pas pu évoluer autant et aussi vite, et peut-être aussi que nous n'aurions jamais retrouvé notre route, notre chemin et donc notre mission, le sens de notre vie et de notre incarnation. Le fait de ressentir de la gratitude pour nos anciens ennemis, nos anciens empêcheurs de tourner en rond, nos anciens bourreaux, permet de nous en libérer totalement, de briser définitivement, à tous les niveaux, les liens toxiques que nous avions avec eux. Et ceci n'est qu'une des multiples applications de la gratitude. Bien, alors il ne nous reste que 10% du chemin à accomplir pour être définitivement libre. Ce sont les derniers 100 mètres pour franchir la ligne d'arrivée. Et il s'agit de s'ancrer complètement dans la résilience. De ne plus utiliser notre ego dans aucune situation qui ne le nécessite pas. Bien, je vais conclure là cet audio en disant qu'il ne faut pas se décourager pour guérir ses blessures, ses traumas et tout le reste, parce que le plus difficile est de parcourir le chemin une première fois. Et pour la suite, il suffira de reprendre la recette, tout simplement. Ni bourreau, ni victime, ni sauveur. Eh bien, rendez-vous au prochain audio.